la deuxième journée du colloque consacré aux lectures de Jean-Luc Maillon. Je vous remercie d'être là, de bonne heure. Pour cette séance, donc, qui va couvrir un certain nombre d'auteurs, à commencer par la conférence d'Alexander Baumgarten sur Jean-Luc Maillon, lecteur d'Ancel. Avant de lui donner la parole, je voudrais signaler la prochaine parution dans 2 semaines d'une huitième livre traduit de Jean-Luc Maillon en juin, cette étude négative, qui va paraître comme 6 autres de ces livres aux éditions d'Elisis de Sibylle. Et je profite de cette avance pour vous dire qu'il y a eu une préparation pour le stand de livres qui comprend aussi les travaux de Maillon traduits en juin, que vous pourriez peut-être profiter de la présence de l'auteur pour avoir alors, Alexander Baumgarten, maître de conférence à l'université de Capelle et de Cluj, enseigne la philosophie médiévale et l'aristotélisme et s'intéresse à l'histoire de la survivance médiévale du néoplatonisme. Il a déjà fait plusieurs traductions commentées d'Aristote, de Plotin, d'Anselme, de Thomas, de Dietrich de Freiberg. Il est l'auteur de l'Argument infini, Saint-Anselme et le concept de hiérarchie du monde, paru chez Zeta Books en 2011. Je lui donne la parole. Monsieur le professeur, je vous remercie pour le début, pour la permission de reporter ma conférence d'hier, car c'est bien sûr normal de commencer une discussion sur la réception des médiévaux chez Jean-Luc Maillon avec Anselme, mais aussi il est peut-être profitable de parler d'Anselme quand on parle du début de la modernité et des conditions de la début de cette modernité. J'ai préparé pour vous une analyse tout à fait exacte et déterminée sur l'argument célèbre de Proslogion sur l'existence du Dieu et sa lecture chez Jean-Luc Maillon, en essayant d'argumenter une thèse, c'est-à-dire que si nous pensons sur l'argument d'Anselme à la lumière des analyses de Jean-Luc Maillon, on peut penser que chez Anselme, il y a plutôt un essai de construction de certaines subjectivités, et à l'aide de ces instruments, on peut penser plutôt à cette subjectivité que n'est pas la valeur logique en strictement sens de l'argument. J'essaierai de marquer les étapes de cette construction de la subjectivité chez Anselme. Dans le chapitre 18 du Proslogion, Anselme exprime dans sa prière, qui est à la base d'une description de la nature divine, les mots « révèle à me, d'aimer, acte ». Ces mots peuvent fournir à nous un avertissement sur le régime spécial du sujet en quête de la nature divine dans ce traité. C'est le sujet même qui fait l'effort de se suspendre soi-même pour avoir accès à l'objet qu'il recherche. Une telle position peut être associée rapidement par le lecteur d'Anselme avec quelques autres indications présentes dans les écrits et enseigniens. Par exemple, l'affirmation du liber apologeticus, d'un certain rapport de contingence pour constater le fait que le sujet pense et sa existence effective. Ou même le contenu du prologue du Proslogion qui montre une véritable stratégie de situation du sujet et de ses rapports internes entre l'intention et la découverte de l'argument recherché, qui est orienté vers la description du 2e chapitre du traité qui énonce le fameux argument nommé par Kant. C'est surtout dans ce 3e exemple, celle de la prologue, que nous attire l'attention un certain développement des 2 premières situations. Si nous sommes d'accord de laisser à côté l'effet rhétorique de celle-ci et de nous demander avec toute gravité si la stratégie exposée dans ces lignes du prologue peut être vraiment interprétée dans les termes de l'exposé de raisonnement du 2e chapitre, nous pouvons constater un fait surprenant qui constitue ma thèse présente. D'une part, que le résultat principal du fameux raisonnement anselmien peut être lu à la lumière d'une construction d'une théorie spéciale de la subjectivité,
et d'autre part que l'instrument conceptuel du phénomène saturé conduit vers cette construction et vers une compréhension profonde de l'expression « révèle-moi d'aimer arte » qui est au centre de ma méditation. Il y a vraiment dans le prologue des indications d'une certaine préparation ou ascèse du sujet en vue de la formulation de l'argument. La première est la similarité de la stratégie proposée dans le début du Monologion, où un groupe de fratres demande un exposé argumentatif de la doctrine trinitaire et où la résistance de l'auteur devant cette demande constitue le moteur même de la composition littéraire. C'est exactement ici que le schéma du prologue de Monologion semble être emprunté du premium de Institutione Oratoria de Quintilian, à mon avis. Mais ce schéma connaît un véritable renversement par sa reprise dans le proslogion, où cette rhétorique devient vraiment une stratégie de construction de la subjectivité dans celle-même. Dans le proslogion, ici, les fratres cessent d'être une simple instance externe et correspondent à une intentionnalité de la connaissance dans un régime, disons, quotidien. Il appelle acies mentis, qui impose avec véhémence la découverte de l'argument de l'existence divine et donne l'échec de toute démarche par l'inadéquation de la disposition du sujet. Il dit « acies mentis omni non fugeret ». Le refus d'Anselme devient à ce moment-là une position entre les parenthèses de soi-même et une suspension de la conscience intentionnelle. Nous pouvons interpréter ce transfert de dialogue bien rhétorique avec les fratres du Monologion vers cette véritable époque, je dirais, du proslogion. Il dit « in persona alicuius tacite secum ratiocinando investigandis ». Comme une préparation d'une nouvelle disposition interne non intentionnelle du sujet, ayant en but la formulation de l'argument. Dans le cas affirmatif, nous serons dans la possession d'un instrument extrêmement important de compréhension de l'argument même de l'existence divine, comme une description de la qualité de la subjectivité qui reçoit l'existence divine comme un don et comme un phénomène de la connaissance. Pour obtenir la réponse affirmative que je cherche, nous pourrions formuler 5 arguments. Le premier est la proposition qui décrit la découverte et l'argument et qui témoigne l'expérience subie par le sujet qui fait la découverte. Cette proposition est intraduisible de manière totale à cause de la valeur bifonctionnelle des deux membres de la phrase. D'une part attributif, d'autre part causal. Puisque ces deux valeurs ne sont pas données simultanément dans aucune langue moderne, le traducteur est souvent forcé de choisir seulement une des variantes. Il dit, le texte, « Quadam igitur die, cum vehementer eius importunitati resistendo fatigare, in ipso cogitationum conflictu, sic se obturit, quod desperaveram ». Ce qu'on peut traduire que j'ai perdu l'espoir ou parce que j'ai perdu l'espoir. Donc il y a un valeur qui fonctionne ici. Et puis, ut studiose cogitationem amplecterer, quam solicitus repellebam. Les mots quam solicitus repellebam ont la même valeur qui fonctionne. Les deux séquences soulignées contiennent une nuance relative qui est d'habitude retenue par les traducteurs, mais aussi une nuance un peu plus cachée qui est causale. Par rapport à cette dernière nuance, l'argument a été découvert par Anselme puisque le sujet a renoncé d'une manière préalable à toute intention espoir, il dit desperaveram, et puisque le sujet a compris comment il faut demander solicitus. Le deuxième argument se trouve dans un passage du premier chapitre où Anselme énonce son célèbre cercle herméneutique dans lequel le Dieu cherché peut être trouvé seulement à l'hypothèse d'une préalable manifestation de lui-même. Il dit « Docem ecverere te, et ostendat ecverendi, quia nec verere te possum, nisi tu doceas, nec invenire, nisi te ostendas ». C'est le cercle qui suppose ici la disposition spéciale du sujet qui attend la manifestation de l'objet de son raisonnement. Mais peut-être que cet argument est plus connu. Le troisième argument envisage l'archéologie littéraire à laquelle on peut soumettre le développement de l'argumentation du deuxième chapitre. Il y a ici des éléments qui nous renvoient vers une tradition platonicienne dont Anselme est l'interprète, souvent sans le savoir, par la véhiculation de la célèbre formule « id quo maius cogitari nequit ». C'est un lieu commun de l'exégèse de renvoyer vers ces passages connus en latin de Sénèque, d'Augustin, de Boès, ou même de Liber Quator Decim Philosophorum, la proposition 5, qui use des formules presque identiques pour définir le divin. C'est toutefois Sénèque qui,
dans les Questiones Naturales, a décidé l'usage de cette formule à l'adresse de la nature suprême. En fait, une formule semblante, même si moins évoquée dans l'exégèse contemporain d'Anselme, est présente dans la tradition platonicienne et néoplatonicienne, mais en grec. On retrouve la formule dans la définition du beau chez Plotin. Traité du beau, premier Énéade, sixième traité paragraphe 3, il dit « hes uden kurioteros », qui a la même structure grammaticale que le syntaxe de latin. Et même chez Platon, dans le Phèdre, il dit, à l'adresse de l'idée, « hes ute anthropois ute theois te aletheia tinioteron », donc la même structure grammaticale. Entre les deux, le plus important passage est l'originaire, donc le passage du Phèdre, car c'est ici que Platon semble inventer cette syntagme qui prend, par la force de la grammaire grecque, un pouvoir suffisant de clarifier la position du sujet par rapport avec la connaissance de l'idée. Le syntaxe survient dans le texte, dans un endroit où Platon a présenté simultanément, donc j'insiste, simultanément, des listes des attributs positifs et des attributs négatifs des idées. C'est ensuite que le syntaxe supporte à son tour un double sens de manifestation positive de son signifié et de souligner le contenu négatif de ce signifié par rapport avec le sujet qu'il énonce. Dans l'usage de Platon, trouver une telle expression heureuse semble être un truc, même une ruse de la langue, destinée à exprimer simultanément la positivité et la négativité de l'idée. Mais le fait qu'Anselme véhicule une signification platonicienne a deux conséquences importantes. 1. La théologie du id quo maius cogitari nequit retient une composante positive. En fait, Anselme déduit d'elle dans les chapitres suivants du Proslogion une série de noms divins et aussi une composante négative qui garantit la transcendance du signifié. Nous ne pouvons pas par conséquent parler ici seulement de la naissance d'une théologie négative. 2. Le fait que Platon nomme l'idée par ce syntagme nous détermine à une autre interrogation. Quelle a été la légitimité de Sénèque de transposer ce syntagme qui visait l'idée à une définition du Dieu? Si cette légitimité est bien disputable, survient l'interrogation inverse. Est-ce que le syntagme a vraiment la capacité de signifier, dans l'usage anselmien, plus que l'idée platonicienne? Nous pouvons maintenant observer un fait remarquable. Indépendamment du fait qu'Anselme dépasse ou non les cadres du platonisme, il continue de faire partie d'une tradition qui le détermine d'user de ce syntagme, du moins à la direction d'une discussion sur l'accès de la subjectivité vers la nature transcendante de l'idée. C'est ici que le syntagme continue de se référer légitimement, même dans le texte d'Anselme, à une constitution de la subjectivité. Donc ici, c'est le plus fort argument sur lequel je pose ma thèse. Le quatrième argument vise la tradition plus générale dans laquelle écrit Anselme et dans laquelle l'argument a du sens. Cette tradition est partiellement néoplatonicienne et elle est héritée par Anselme avec une carte conceptuelle terminologique qui est aujourd'hui bien connue. Ça vaut la peine toutefois de retenir ici un aspect central. Le fait qu'Anselme admet de plusieurs fois l'existence de l'ordre qualitatif de l'univers fait que l'argument de Proslogion 2 ait du sens. Il se réfère au degré du réel et surtout à la position privilégiée du sujet quand celui-ci vise la nature divine. Ce sujet est présent dans la hiérarchie et s'adresse à Dieu dans cette hiérarchie. Cet ordre du monde produit un rapport entre le contenu et le contenant. Il dit « Nihil enim te contines, sed tu contines omnia », ce qui, du point de vue littéraire, est identique avec un passage des Énéades, transmis peut-être par des intermédiaires perdus. C'est Plotin qui dit « ou periehomenon malon et perieron ». La difficulté du contenu de s'adresser et de concevoir son contenant semble être maintenant l'explication de l'échec exposé dans le prologue. Ça, c'est le motif pour lequel Acies mentis homino fugeret, je pense. Le sujet doit découvrir les limites de la réceptivité et de l'intentionnalité s'il se propose de viser un objet qu'il contient lui-même. Le cinquième argument est même la lecture double qu'on peut appliquer au deuxième chapitre qui formule l'argument. D'une part, il peut être lu indépendamment du contexte et on peut comprendre ainsi de lui que son but est l'acquisition d'une qualité d'un concept pour qu'il admet aussi l'existence in mente que l'existence in re.
Dans cette ligne, on comprit l'argument Gonilon, Thomas, Descartes, Leibniz et Kant, de manière différente, mais on est unis par cette interprétation. Il est unilatéral. Il ne respecte pas le contexte indiqué par les arguments antérieurs. D'autre part, on peut le lire au sens dans lequel il compare deux réalités inframentales, donc la peinture possible avec la peinture dont nous avons conscience de sa existence. Alias, le Dieu nommé id quocogitari maius nequit et le Dieu pensé dans ces termes. Mais la deuxième lecture change les termes de l'analyse. C'est maintenant que l'argument n'est plus destiné à la démonstration coercitive, ce qui est impossible, dit le prologue, de l'existence divine, mais à la construction d'une subjectivité réceptive au phénomène donné du divin. Nous avons avec ces arguments un horizon de formation intellectuelle dans celle. On sait que sur ce sol ont été formulées plusieurs lectures de Thomas jusqu'à Jean-Luc Marion. Nous essayerons maintenant d'argumenter deux thèses. D'une part, que les lectures modernes, je comprends moderne, Descartes jusqu'à Kant, on peut dire, que les lectures modernes de l'argument anselmien disent plus sur la condition moderne de ces auteurs que sur Anselme même, et que d'autre part, la lecture de Jean-Luc Marion a une double valence. D'une part, elle est un programme de dépassement de la condition moderne des lectures de l'argument, et d'autre part, elle offre un instrument adéquat pour ouvrir les nouvelles études anselmiennes, destinées à donner le relief de la subjectivité lancée par Anselme dans son traité. Pour la première thèse, la lecture de Gonilon a été déjà réfutée par Anselme par le dévoilement de la confusion de cet auteur entre le sens de l'expression id quo maius cogitari nequit et le maius omnibus, l'expression qui appartient à Gonilon. Car la formule de Gonilon ratait la signification historique, voilà platonicien, de la syntaxe, éliminait, elle, du contexte hiérarchique et faisait possible l'idée que l'existence est un attribut de l'essence. Anselme semble connaître déjà ce péril de malentendu de son argument. Toutefois, la reprise thomiste semble plutôt continuer la ligne de Gonilon. Puis la formule de l'argument de la 5e méditation de Descartes reprend cette lecture, même si l'ironie de l'histoire a fait que dans la 3e méditation, Descartes conserve une argumentation avec des racines très éloignées mais néoplatoniciennes, avec des instances avéroïstes et soirésiennes, de la présence formale de la nature divine dans le sujet et de son rôle dans la formation du concept objectif de la nature divine dans le sujet. C'est ici que la reprise chez Leibniz de la construction de la 5e méditation détermine Kant de continuer l'ancienne ligne de Gonilon. Il y a aussi une ironie de l'histoire ici. C'est dans les pages de la critique de la raison pure, mais on peut développer par des autres ce sujet, avant de critiquer l'argument ontologique, que Kant se réfère à une structure possible du sujet de concevoir la nature créatrice par le prototype transcendantal. La réaction de Hegel de récupérer la manifestation de la nature absolue de l'être, qui devient connaissance de soi, est encore bien loin de refaire le contexte historique de l'argumentation anselmienne. Et l'interprétation de Barthes, d'autre part, de Karl Barth, qui force la signification de fides jusqu'à la suspension de la nature rationnelle de l'argument, peut être regardée seulement comme une critique du groupe des modernes qui ont commenté Anselme. Nous pouvons conclure ici que la ligne ouverte par Gonilon correspond à une caractéristique de la modernité philosophique. Séparation entre le sujet et l'objet de la connaissance, qualification de la connaissance comme opération qui a comme auteur seulement le sujet séparé de son objet. Dans cet horizon de lecture se situe, j'essaie de proposer, l'interprétation donnée par Jean-Luc Marion. Je me réfère ici en principe à deux textes. Le premier est Le phénomène saturé, publié dans le volume Phénoménologie et théologie, et le deuxième, une analyse directe de l'argument anselmien, c'est le célèbre article L'argument relève-t-il de l'ontologie, dans le volume Questions cartésiennes. Les deux textes reconsidèrent l'argument anselmien d'un point de vue complémentaire, orienté vers la compréhension de cet argument comme un bon exemple de phénomène saturé et comme une fondation possible de la phénoménologie de la religion. Le premier texte indiqué exemple à révisiter cet argument seulement à sa fin, quand l'auteur a décrit déjà les traces du phénomène saturé, en suggérant leur possible reconnaissance dans la formule anselmienne.
Cette reconnaissance signifierait la compréhension du fait que le problème de la possibilité de phénomène implique la question sur le phénomène même du possibilité, que le phénomène limite, qui est surabondant, terme dionysien usé par Jean-Luc Marion dans les descriptions du phénomène saturé, ce qui me paraît très important, est l'horizon même de toute donation. Et surtout, le fait qu'un phénomène saturé par l'intuition, qui échappe à toute catégorie kantienne, dépasse même la faculté de la connaissance. Le célèbre étude finit par une suggestion que l'argument d'Ancel mérite d'être révisité par la perspective d'une nouvelle modalité de considération du rapport entre le phénomène et le sujet, implicitement dans la perspective de la tournure que cette intervention a provoquée dans la phénoménologie contemporaine. Le deuxième texte soumet l'argument anselmien à une analyse qui est destinée de les libérer de son inclusion dans l'histoire de l'ontologie, en refusant le fait que cet argument touche l'existence en partant d'un concept de l'essence et interprète cette essence comme l'être en général, sans restriction et universellement. Jean-Luc Marion montre comment l'argument d'Ancel échappe à sa nature prétendue ontologique et implicitement à l'histoire de la métaphysique. À la page 321 de l'article, le Dieu d'Ancel est le concept en personne, compris comme limite et source de tout acte de concevoir. En plus, toute la démarche anselmienne semble être située de cette perspective dans la descendance d'une philosophie critique. Cette élibération d'Ancel le situe pour l'auteur dans la tradition de l'apophatisme dionysien, en suivant ici dans une note Paul Evdokimov. À la suite de ces courtes analyses, le renversement de l'interprétation est décisif. Le Dieu d'Ancel n'est plus l'objet de la métaphysique traditionnelle, n'est plus le concept qui possède l'existence comme attribut. Jean-Luc Marion a ouvert ainsi une nouvelle voie de compréhension de l'argument et de sa position dans l'histoire de la philosophie. C'est seulement à l'aide de cette interprétation que nous pouvons aller plus loin dans la compréhension de l'argument et que nous pouvons indiquer encore une fois vers Ancel et dire si l'argument présenté dans les lignes antérieures, selon lequel on peut aborder l'argument d'Ancel comme une construction d'un type spécial de subjectivité, est acceptable, la conséquence serait que la compréhension du Dieu d'Ancel comme exemple de phénomène saturé ouvre une nouvelle étape pour comprendre mieux l'idée de subjectivité anselmienne. C'est une subjectivité qui, pour se confronter avec la présence réelle du phénomène limite qui se donne à lui, oublie de soi. Il dit, je répète, révèle à mes actes. Et ça, c'est la clé d'interprétation de cette syntaxe, tout à fait mystérieuse chez Ancel, je pense. Et permet au phénomène donné de le constituer comme subjectivité. Mais comment se constitue cette subjectivité? C'est une question à poser. Bien sûr, si cette constitution est possible grâce à l'univers hiérarchisé dans lequel Ancel compose l'argument, un contexte très important. Ce sont les motifs pour lesquels on pourra finir cette courte analyse en citant un autre auteur du Haut Moyen-Âge, donc peut-être c'est un contexte de Haut Moyen-Âge, je voudrais suggérer, qui donne la permission d'Ancel de construire une telle subjectivité, donc un autre auteur de Haut Moyen-Âge qui, dans ses dialogues, nomme dans une manière frappante l'expérience du même phénomène donné en regardant, tout comme Ancel, un bon équilibre entre la théologie affirmative et négative. C'est Grégoire le Grand qui dit « Quid est, quod non videt, qui videntem omnia videt ». Je vous remercie.